Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nouveau numéro de l'échiquier international avec un thème d'actualité sur lequel nous allons revenir ce soir. Il s'agit des événements au Soudan où la situation est extrêmement préoccupante. On en parle tout de suite avec nos invités. Alors, que se passe-t-il au Soudan? Qu'est-ce qui se joue dans ce pays qui, depuis 4 jours, vit au rythme de violents combats entre deux camps rivaux de l'armée? D'un côté, on a l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, de l'autre, Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hameti. Il est à la tête des forces paramilitaires de soutien rapide. Autrefois alliés, les deux hommes s'affrontent violemment désormais et déstabilisent davantage le Soudan, dont le sort se trouve plus que jamais incertain. Ce soir, on tentera de comprendre donc les origines de ce dérapage, les dessous de cette rivalité, les conséquences possibles de cette bataille. Est-ce qu'on peut justement, est-ce que la diplomatie peut faire éviter le pire au Soudan? On en parle ce soir avec nos invités. Zine Sharfawi, journaliste spécialiste des questions internationales, directeur de la rédaction du quotidien El Watan, est avec nous en ligne. Bonsoir Zine. Bonsoir à vos téléspectateurs. Manuel Pouchelet, analyste expert en relations internationales, est avec nous en direct depuis Paris. Bonsoir Monsieur Pouchelet. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Et depuis Khartoum est avec nous Sadik El Magli, ancien diplomate soudanais. Merci d'être avec nous sur Al24 News, monsieur El Magli. Alors d'abord, quelle est la situation sur le terrain? Les combats, je le disais, continuent. Pas de cessez-le-feu en vue malgré donc les multiples appels internationaux. Monsieur El Magli, quelles sont les dernières données sur la situation au front actuellement? Oui, écoutez, madame, ça fait 15 jours, 8 heures, le Khartoum est récent. Malheureusement, il nous a permis tout d'abord de dresser un bilan très très sombre de la situation humanitaire. C'est ça la population de Khartoum, surtout au plan sanitaire, au plan des services, électricité, eau, électricité. Il a fait 15 jours, là, une coupure de courant dans 85% de la communauté de Khartoum, sauf de la coupure de courant et de la pénurie de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau dans plusieurs quartiers de Khartoum. Et le plus grave, c'est qu'il y a 4 hôpitaux. Et là, les malades sont évacués, à cause du manque de l'eau et des matériels médicaux. Oui. Et même les médecins, les infirmières ne sont pas capables d'arriver parce que la situation sécuritaire est très très mauvaise. Donc, il y a une situation humanitaire catastrophique à Khartoum. Il y a maintenant un appel à toute la communauté internationale pour qu'il fasse de pression sur les deux belligérants pour un cessez-le-feu. Alors, heureusement, ce qu'a fait le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui a appelé et Al-Burhan et Hameti, et maintenant, ils ont accepté une trêve, un cessez-le-feu. Pendant 24 heures, il commence exactement, ça fait une demi-heure, de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir hier. Donc maintenant, mais il y a des craintes. Est-ce que qu'il y ait une violation, de part et d'autre de ce cessez-le-feu? Oui, je reviens sur la situation. Monsieur El Magli, j'aimerais revenir également. C'est ça qui préoccupe les populations de Khartoum. Très grave. Alors, Très grave, la situation est très grave, vous l'avez décrit, monsieur El Magli. J'aimerais également revenir toujours avec vous, sur la situation sur le front. Il y a deux camps rivaux qui s'affrontent actuellement, violemment, on l'a dit. Qui domine actuellement les combats? Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe exactement sur le terrain? Presque tout le monde de Khartoum, c'est très difficile de dire qui a gagné, qui a perdu.
parce que maintenant, les combats poursuivent, les accrochages poursuivent dans toute la capitale de Khartoum et au nord de Khartoum sur l'aéroport de Marawi et surtout dans l'ouest de Khartoum sur Darfour. Il y a des accrochages militaires, ça fait 4 jours. Donc, les combats se poursuivent et très difficile de vous dire qui a. Mais malheureusement, c'est ça le problème. Mais l'armée régulière, bien entendu, il y a une force, ça fait une armée de 100 d'un siècle, hein, qui maintenant s'accroche avec une milice qui a été constituée pendant l'ancien régime du général Béchir de 2013 Oui. et légitimée par une loi de 2017. C'est ça le problème. Mais pour le moment, personne ne peut vous dire qui a gagné ou qui est pas. Qui maîtrise la situation sur le terrain. Très bien. Donc, vous l'avez parlé pour éviter que les choses s'empirent. Vous l'avez dit, la situation bouge sur le front diplomatique. Des tractations sont en cours pour obtenir un cessez-le-feu. Il y a, Zine Sharfawi, vous êtes avec nous, il y a cette initiative algérienne, celle du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui appelle justement à l'impératif de faire taire les armes pour un retour au processus politique pour une sortie de crise. On peut dire que le président algérien est dans son rôle, Zine. Absolument, surtout que l'Algérie occupe la présidence tournante de la Ligue arabe. Donc, vous savez, depuis le dernier sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Alger, donc l'Algérie, si vous voulez, gère un peu les grands dossiers qui concernent le monde arabe. Et parmi ces dossiers, vous avez donc la crise soudanaise. Oui, bon, il y a le président Tebboune, bon, mais il y a aussi le président Sisi, il y a aussi le prince héritier Mohammed Ben Salman de l'Arabie Saoudite. Vous savez aussi, ce sont des pays. Bon, l'Égypte partage une grande frontière avec le Soudan. Donc, pour l'Égypte, le Soudan, c'est un peu une question de politique interne, pour paraphraser un peu le président Sisi. Bon, vous avez aussi l'Arabie Saoudite qui n'a pas de frontière avec le Soudan, mais bon, il y a une petite mer qui les sépare. Voilà, mais bon, ils ont aussi beaucoup d'influence dans la région. Mais vous avez aussi les États-Unis aussi qui ont beaucoup d'influence dans la région. Je crois savoir que le secrétaire d'État américain a parlé personnellement avec les deux généraux rivaux, à savoir Mohamed Hamdan Dagalo et le général Burhan Abdel Fattah. Donc, il les a appelés à un cessez-le-feu, à arrêter les hostilités. Donc, et vous avez aussi l'ONU, donc justement, Zine Sharfawi, de l'ONU, qui a appelé aussi tout le monde à la désescalade. Alors, justement, l'initiative algérienne est entre les mains actuellement du secrétaire général de l'ONU, au sein de l'Union africaine, mais également au sein de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Quel poids pourrait justement avoir donc cette initiative pour aboutir, pourquoi pas, un cessez-le-feu? Ben écoutez, la diplomatie, il faut toujours donner une chance à la diplomatie. Bon, autrement, on s'arrêterait de faire de la diplomatie. Bon, là, il est difficile de savoir si les différentes initiatives vont aboutir ou pas, parce que nous sommes face à deux généraux, à deux personnalités qui sont déterminées, qu'il y a une guerre de leadership. Donc, bon, là, il est difficile de savoir si dans l'immédiat, les choses vont s'arrêter. Mais bon, après, bon, ce que vos téléspectateurs doivent savoir, c'est que l'histoire du Soudan est un peu rythmée. Le Soudan est rythmé par des violences. Hein. Donc, déjà, juste quelques années après l'indépendance du Soudan, déjà, vous avez une première guerre civile en 55 qui a duré jusqu'à 72. Vous avez eu encore le conflit entre le Nord et le Sud qui a fait 2 millions de morts et qui s'est soldé sur une partition du Soudan. Vous avez encore la question du Darfour avec son lot de morts. On parle de 300 000 morts jusqu'à 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Vous avez aussi la formidable contestation en 2019 qui malheureusement qui a laissé
présageait que le Soudan allait rentrer dans une transition démocratique. Malheureusement, cette transition a été contrariée en 2021. Donc, c'est un pays dont l'histoire est régulée par la violence. Et j'allais dire, ce n'est qu'une violence de plus. Mais cette violence, on ne sait pas, on ne sait pas sur quoi elle va encore déboucher. Mais pour le moment, comme le disait votre invité tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas l'impression que nous sommes dans une phase de désescalade. Aujourd'hui encore, nous en sommes au 4e jour et les combats, plutôt que de baisser en intensité, au contraire, ils se sont intensifiés. Donc là, il est difficile de donner des pronostics. Mais effectivement, il y a énormément d'acteurs internationaux qui ont leur poids, qui peuvent effectivement, dans les prochains jours, convaincre les deux protagonistes de la crise d'arrêter de faire taire les armes et de revenir à la table des négociations. Alors justement, le Soudan, vous l'avez dit, a toujours été rythmé par des violences. Manuel Pouchelet, est-ce que vous pensez que l'option diplomatique pourrait aboutir à une sortie de crise, à une solution, à un cessez-le-feu, a priori ? L'option diplomatique n'est pas à écarter. Il faut qu'elle soit la priorité, on va dire, de la communauté internationale et aussi des autorités soudanaises en présence. Des pays voisins également. Des pays voisins. Alors, en effet, il y a quand même un risque de débordement. On a déjà vu la situation qui avait déjà dégénéré en 2004, où, si vous voulez, les coups d'État répétitifs ont fait en sorte qu'il y ait des réfugiés qui se sont retrouvés au Darfour et qui ont menacé les frontières des États voisins. Je pense au Tchad, notamment, qui a accueilli de nombreux réfugiés du Darfour et donc en provenance du Soudan. On a également la solution diplomatique qui est aujourd'hui appelée des vœux de la communauté internationale. Pourquoi ? Parce qu'il faut que cette querelle d'ego entre généraux cesse, parce qu'au centre de cette querelle, vous avez une population qui souffre et une population, malheureusement, qui subit les affres d'un conflit armé qui est relativement lourd. En même temps, vous avez aussi l'empreinte d'autres pays régionaux, je pense à l'Égypte, je pense à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et puis on l'a entendu dans votre premier reportage, la confirmation d'une déclaration de M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Donc, si vous voulez, la communauté internationale se mobilise, la voie diplomatique est à privilégier dans cette résolution de conflit et cette sortie de crise, où je le rappelle qu'en fait, il était prévu une transition entre un gouvernement dit militaire à un pouvoir, à transférer des compétences de pouvoir aux autorités civiles. Et c'est ici que vous avez eu la pierre d'achoppement, notamment en ce qui concerne cette crise et qui a contribué, si vous voulez, en partie à son déclenchement. Et Sadiq El Magli, on a parlé donc de plusieurs acteurs qui seraient impliqués dans ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Selon vous, qui est derrière Hemeti ? Qui est derrière son ascension fulgurante au Soudan ? Écoutez, vous l'avez dit, ce monsieur qui parlait tout à l'heure, la première prière d'échauffement, c'était le coup d'État le 25 octobre dernier, qui a, si vous voulez, entravé le processus démocratique au Soudan. Mais maintenant, ça continue toujours les militaires, qui sont les militaires qui entravent le processus politique. Il a des ambitions, les deux hommes, ils ont des ambitions d'autorité, si vous voulez. De toutes les façons, maintenant, le comité international bouge et le comité bouge vers le Soudan. Ils lancent des appels. Le président algérien avec le président égyptien, dans le cadre de l'Union africaine, et maintenant, ils ont lancé un appel pour pour que les gens reviennent à la table de négociation. Est-ce que vous y croyez en l'option diplomatique pour une solution, pour une sortie de crise dans ce pays, Monsieur El Magli ? Quand on voit l'initiative algérienne qui appelle justement à un retour au processus politique, à faire taire les armes pour un retour au processus politique. Oui, bien, on rend un hommage tout à fait particulier au président algérien pour son initiative, parce que le processus diplomatique, ça a commencé avec ce téléphone qui commence aujourd'hui, qui a commencé à 18h heure de Khartoum et jusqu'à demain, à 18h demain. Donc, on est optimiste, il y a un optimisme comme quoi ce processus diplomatique,
Occupante. Zine Cherfaoui, si on revient un petit peu au contexte dans lequel intervient ce nouveau conflit, quels sont les points de divergence entre les deux acteurs? On sait que ce conflit intervient alors qu'on s'apprêtait justement à signer un plan de sortie de crise au Soudan. Oui, alors juste un peu pour embrayer sur ce que vient de dire votre invité, c'est que la crise intervient dans un contexte à la fois difficile pour les Soudanais, parce que je ne sais pas, vous n'êtes pas sans savoir que le Soudan est frappé par des sanctions internationales. Absolument, donc oui. la population, le pays est exsangue, hein, la population est extrêmement pauvre. En plus, vous avez l'un des pays les plus touchés par la désertification, je vais y parvenir. Donc les changements climatiques sont ressentis très très durement par ce pays. Donc au plan interne, c'est une catastrophe pour la population soudanaise qui espérait déjà depuis 2019 pouvoir remettre leur pays sur les rails et mettre en place un système politique beaucoup plus égalitaire qui tiendrait compte un petit peu de la vie de tout le monde. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'armée non seulement refuse toute possibilité de mettre en place un système politique beaucoup plus démocratique ou qui se rapprocherait des standards démocratiques, mais en plus il y a une guerre interne entre généraux pour le pouvoir. Au plan de la région, c'est une très très mauvaise nouvelle parce que vous avez le Soudan partage une frontière avec l'Éthiopie. L'Éthiopie ne va pas bien non plus. Donc vous avez le Tchad aussi avec une explosion de terrorisme au Sahel qui fait que cette guerre peut profiter justement aux différents groupes terroristes qui pullulent dans la région. Oui. Vous avez au nord, vous avez l'Égypte, économiquement et socialement, c'est pas bon non plus. Donc c'est une crise qu'on rajoute à la crise. Donc le problème du Soudan, il n'est pas le bienvenu. Donc c'est aujourd'hui le Soudan risque de plonger davantage le Sahel dans une. Mais Zine, comment deux acteurs qui étaient, vous qui êtes observateur de la situation, comment deux acteurs qui étaient alliés en arrivent à s'entretuer aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas eu au préalable des pourparlers? Ben écoutez, généralement c'est pour les amateurs de séries, c'est un peu comme les Highlanders, hein, il doit en rester qu'un. Donc on a l'impression qu'il y a une chaise, il n'y a pas de place pour deux. Donc c'est une rivalité, c'est une guerre existentielle qui oppose un peu le général Burhan à Mohamed Hamdan Dagolo. Donc voilà, donc ils veulent prendre la place de Omar al-Bashir. Donc ils veulent se poser en leader du Soudan. Ce sont des gens qui ne veulent absolument pas parler de démocratisation du pays. Donc c'est cette mentalité-là aujourd'hui qui est en train de se payer très très chèrement par le Soudan et par les Soudanais qui ont fait preuve de beaucoup de résilience et de courage jusque-là. C'est très malheureux que les choses en soient arrivées là, mais comme je viens de vous le dire, après bon, est-ce qu'il y a des agendas cachés? Oui, probablement. Justement. Parce que bon, il y a des observateurs et de bons observateurs, des observateurs avisés de la scène soudanaise qui donc rapproche le général Burhan Abdel Fattah des États-Unis et qui rapproche le général Dagolo des Russes. Après, bon, oui, ça peut être cela reste donc inscrire ce conflit dans une rivalité entre Russes et Américains, mais fondamentalement, ce qui se passe aujourd'hui résume un peu toute l'histoire du Soudan depuis 56, à savoir vous avez là une structure de force qu'on appelle l'armée qui se veut hégémonique et qui est prête à faire voler en éclats le Soudan pour sauvegarder ses intérêts. Elle l'a fait avec le Soudan du Sud. Le Soudan était un immense pays, une mosaïque ethnique, à la fois ethnique et religieuse. Il y avait tous les ingrédients pour avoir un pays, un beau pays, un pays où les gens pourraient vivre dans le respect de leur culte, de leurs différences, etc. Mais bon, les tenants du pouvoir, à commencer par Bachir Noumeiri, en passant par Omar al-Bashir, et aujourd'hui vous avez Abdel Fattah et Dagolo qui sont prêts à mettre le pays à feu et à sang pour peu qu'ils
qu'ils sauvegardent leurs intérêts. Voilà la triste histoire du Soudan. Manuel Spouchelet, justement sur ces agendas cachés dont vient de parler Zine Cherfaoui, quel est votre point de vue ? Les agendas cachés ont toujours existé en diplomatie puisqu'ils font partie, on va dire, du jeu diplomatique. Maintenant, ce qu'il faut saluer dans cette crise, heureusement que l'initiative de la résolution de cette crise est, on va dire, prise en compte par les autorités du continent africain. L'initiative algérienne est importante dans cette affaire et en même temps, ces agendas cachés, si vous voulez, répondent aussi aux ambitions personnelles de ces deux généraux qui se font la guerre dans une lutte pour obtenir le pouvoir. On est dans un pays, si vous voulez, où se juxtaposent plusieurs choses. Vous avez des tribus différentes, vous avez des sensibilités différentes et en même temps, vous avez derrière tout ça une pression internationale qui se manifeste par le biais des puissances régionales en place, mais également l'Occident et aussi les puissances arabes. Je pense à l'Arabie saoudite, je pense aux Émirats arabes unis et à l'Égypte. Donc si vous voulez, le Soudan se retrouve à l'image de son histoire, un territoire, si vous voulez, qui est traversé par ces différentes sensibilités, et forcément, les agendas prennent compte de ces faits. Maintenant, ce que l'on peut dire aussi, puisque c'est une culture africaine, vous avez également le proverbe arabe qui dit bien qui garde son secret est maître de sa route, d'où la confidentialité de certains agendas pour ne pas dévoiler son jeu de cartes et ses atouts trop vite à l'adversaire en tout cas. Alors face à ces événements qui s'accélèrent, sommes-nous face à un spectre de guerre civile? Je vous pose la question à vous, Monsieur Sadik El Magli, vous qui êtes justement à Khartoum et qui décrivez justement une situation extrêmement dangereuse. Oui, écoutez, votre invité l'a bien dit. Ce sont les militaires qui ont mis et mettent toujours le Soudan à fond et à sang. Oui. Vous avez vu, le Soudan, ça, mais les militaires, parce que sont vraiment étonnés parce que et Burhan ont signé l'accord, ont signé ce document constitutionnel. Comment expliquer ce revers? Qu'est-ce qui explique justement que les deux parties s'entretuent aujourd'hui? Oui, c'est ça le problème. Ils ont signé, je vous ai dit, ils ont signé le document et la charte politique depuis le 5 décembre dernier. Et le problème, c'est que le général Hemeti, le général Daglo, est ligne vraiment avec les forces politiques. Il est toujours exprimé son soutien au retour au processus démocratique et au retour à leur caserne. C'est ça le problème. Le gouvernement n'est pas tout à fait clair sur ses positions parce que ils disent toujours des déclarations contradictoires. C'est le problème. Mais je vous ai dit, Daglo est toujours, il a exprimé son soutien, même à l'abolition de 27 décembre, force de résistance, qui sont les manifestations, il est toujours pour ces manifestants, et il a toujours exprimé son soutien au processus démocratique. Par contre, le deuxième n'est pas tout à fait clair, il a toujours des positions. Oui, Monsieur Sadik El Magli, on a un petit peu du mal à vous entendre. Il y a un petit problème de liaison, peut-être on va le régler tout de suite. Je reviens vers vous, Zine Cherfaoui. Est-ce que vous pensez qu'on est, au regard de tout ce qui se passe actuellement, on est face à une nouvelle guerre civile au Soudan? Ben écoutez, guerre civile, personnellement, je ne me presserai pas à qualifier ce qui se passe actuellement de guerre civile tant que la population qui est là ne participe pas au combat. Justement, là, j'espère que les Soudanais ne participeront pas ou ne se détermineront pas par rapport à ce qui se passe, parce que voilà. Donc, pour le moment, on n'est pas dans un cas vraiment de. C'est vrai, vous avez des concitoyens qui s'entretuent, mais ce sont des factions différentes de l'armée. Mais pour le moment, je ne parlerai pas de guerre civile, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas dangereux et que ce n'est pas grave.
Manuel Pouchelet, sur ce point, est-ce que ce dérapage est selon vous synonyme d'un début de guerre civile dans ce pays? Napoléon disait que la guerre civile forme des hommes de courage. Est-ce qu'on a ce scénario en présence au Soudan? Je crains que oui, parce que malheureusement, cela va déclencher un spectre de violence incommensurable avec bien sûr tous les maux qui vont en découler, c'est-à-dire des populations déplacées qui ne vont pas forcément cohabiter dans les nouvelles régions où elles vont arriver. Ça veut dire des réfugiés, ça veut dire de la famine, ça veut dire des privations. Et vous savez, la population ne mord jamais la main qui l'alimente. Donc quelque part, ce serait un scénario catastrophe où la communauté internationale s'inquiète. La France a exprimé son inquiétude avec les risques de dérapage dans les pays voisins. Je pense au Tchad, je pense aussi à d'autres pays où le Soudan a une frontière. Et l'objectif, c'est quand même de ramener au calme cette situation au plus vite, de manière à ce que la population puisse se sentir en sécurité. Vous savez, le Clémenceau, homme politique français, disait « Le pouvoir est quelque chose de beaucoup trop précieux pour que l'on confie à des civils ». Donc, quelque part, malheureusement, ces deux généraux qui s'affrontent appliquent tant dans la lettre que dans l'esprit cette phrase qui a été prononcée, on va dire, en début du XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous avons d'autres puissances qui jouent et qui profitent de cette situation. Et malheureusement, le scénario qui s'annonce pour cette région du monde est hélas un petit peu le pendant que vous avez également de l'autre côté de l'Afrique, et là je pense à l'Afrique de l'Ouest, avec tout le spectre de déstabilisation que vous retrouvez au Mali. Donc finalement, on est malheureusement sur cet axe de bande sahélo-sahélienne qui va d'est en ouest, et malheureusement, c'est au tour du Soudan de basculer. Espérons que l'on trouve rapidement un compromis, que ce soit diplomatique, et surtout de retrouver un calme et de la sérénité dans ce pays qui n'a pas besoin de cette crise supplémentaire au regard de la situation en cours, puisque les principaux acteurs sont aussi concentrés sur d'autres conflits, et là je pense notamment au conflit ukrainien et aussi malheureusement à la montée des tensions qui se trouvent dans la région de Taïwan. Alors pour finir, Sadiq El Magli, justement sur la situation actuelle, comment voyez-vous donc les répercussions de ce conflit, notamment sur le processus de sortie de crise au Soudan? Comment voyez-vous les choses? D'abord, je vous dis, madame, vous avez tout à fait raison. Vous l'avez dit, il y a même des craintes ici. Parmi les observateurs, même soudanais, ils ont des craintes à ce que ce conflit se dégénère en guerre civile. Oui. Parce que les forces d'Aglo, ce sont majoritairement tribaux, de tribus de dégâts, ils sont propres tribaux. C'est ça le problème. Il y a des craintes, vous savez tout à fait raison, il y a des craintes, même au Soudan, des craintes à ce que ce conflit se dégénère en guerre civile. Mais je vous ai dit, le mal des autres fait le mal des autres, fait le bon le mal des gens fait le bon des autres. Parce que ce que se passe maintenant, il est en faveur du processus politique. Parce que, je vous ai dit, il n'y a pas d'autre choix. Le général Burhan, que de la fin de ce conflit, quel que soit. Très bien. Il n'a pas de choix. Merci, Monsieur El Magli. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Merci pour votre contribution. Je remercie également Zine Cherfaoui, qui était avec nous, journaliste directeur de la rédaction d'El Watan. Emmanuel Pouchelet, analyste spécialiste en relations internationales, qui était avec nous depuis Paris. On continue donc de suivre ce dossier, les développements dans ce dossier soudanais sur Al 24 News. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée.